Nous sommes dimanche, c'est le 14 juillet. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez le 13h. Bonjour et bienvenue. 4300, c'est le nombre de femmes et d'hommes qui ont défilé à pied sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris ce 14 juillet. 67, c'est le nombre d'avions, 40, le nombre d'hélicoptères, 196 motards et 237 chevaux. Le défilé de ce 14 juillet a pour thème Agir ensemble et il est placé sous le signe de la coopération européenne. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso collaborent pour mettre fin au phénomène de migration des jeunes et des enfants dans la zone sous-régionale ouest africaine. Les services étatiques et non étatiques des trois pays se sont réunis en atelier cette semaine ici à Abidjan à l'initiative de Save the Children. La CAN 2019 se poursuit en Égypte. Les demi-finales se joueront ce dimanche. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'y prennent pas part. Les Ivoiriens ont été éliminés en quart de finale, mais le pays reste fier de ses joueurs. Ils sont arrivés à Abidjan hier samedi dans la nuit, accueillis par de nombreux supporters. Vous le verrez dans environ 30 minutes. La ZLECAf est en marche. Elle se concrétise sûrement. C'est un projet de marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Il s'agira entre autres d'éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises et augmenter le volume d'échanges intra-africains. Que dit exactement l'accord? Quelles difficultés pour sa mise en œuvre? Quelles opportunités pour le secteur public, le secteur privé, la société civile? Nous allons le savoir dans une demi-heure environ dans le cadre du magazine du dimanche. Monsieur Touré Waouti Seydou est avec nous. Il est directeur de la coopération internationale et sous-régionale, négociateur principal de la Côte d'Ivoire pour la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve tout à l'heure dans 30 minutes. D'accord, merci. À tout à l'heure. Nous allons y aller avec ce courrier adressé par à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, par le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de saisir l'opportunité que m'offre la célébration de la fête nationale de votre pays pour vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais former des vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que de paix, de progrès continu pour le peuple ami français. Je saisis également cette occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous renouveler ma disponibilité à œuvrer à leur raffermissement dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Haute considération, signée donc des mains du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En France donc, le traditionnel défilé du 14 juillet pour la fête nationale s'est tenu sur les Champs-Élysées à Paris ce dimanche, avec pour thème « Agir ensemble ». Plus de 4000 militaires ont défilé pour une cérémonie placée cette année sous le signe de la coopération européenne. Pour célébrer cette coopération européenne, ont été invités à la parade militaire une dizaine de dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, main dans la main pour mettre fin au phénomène de migration des jeunes et des enfants dans la zone sous-régionale ouest africaine. À l'initiative de Save the Children, un atelier s'est tenu cette semaine ici à Abidjan. C'était en présence des services étatiques et non étatiques des trois pays impliqués dans la lutte contre le phénomène. On en sait plus avec Franck Quadio. Trouver les moyens nécessaires pour arrêter la migration des enfants entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est la volonté partagée par les services de l'État et le secteur privé impliqués dans la protection des jeunes et des enfants dans ces trois pays. L'initiative est de Save the Children. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une cartographie sur le flux migratoire des enfants qui nous montre exactement pourquoi ces enfants migrent au niveau de ces trois pays. Et ils sont à la recherche de quoi? Nous avons les données chiffrées, mais nous avons aussi également les besoins réels de tous ces enfants migrants. Selon les chiffres de Save the Children, 11 000 enfants et jeunes ont été identifiés dans les flux migratoires entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso d'octobre 2018 à mai 2019.
Si la plupart n'est victime de maltraitance, elle est très souvent exploitée de façon abusive. En recevant donc ces données collectées sur les flux migratoires et la violation des droits des enfants, les participants sont appelés à tout mettre en œuvre pour améliorer la situation. Quand on parle d'enfants, on parle plus d'espoir finalement. Et ces enfants-là, ils ont besoin de sentir que dans leur pays ou dans le pays voisin, parce que c'est leur pays aussi, ils ont de l'espoir de vie. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent être soignés, ils peuvent grandir, avoir des perspectives de vie, ils peuvent aussi rêver. Généralement, dans nos pays, il n'y a pas tellement d'évidence. Alors que pour prendre une décision, il faut des évidences. Donc avec ce projet, nous avons des évidences au niveau de la région de Sikasso, particulièrement le cercle de Sikasso et le cercle de Kadiolon. Donc ça va nous permettre de prendre des décisions concernant les enfants en mobilité. Rappelons que cet atelier qui a duré 2 jours est issu du projet Rabat Process soutenu par l'Union européenne. En plus des préfets et des officiers de gendarmerie nationale, cet atelier a enregistré la participation de représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La culture est l'un des piliers du développement dans les pays de l'espace UEMOA. Pour exemple, au FESPACO, l'UEMOA attribue à chaque édition 3 prix spéciaux qui portent son nom. L'instance entend susciter dans chacun des pays membres un grand intérêt pour la culture. Elle a même en projet d'asseoir une véritable économie de la culture pour accompagner le développement. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, vers une économie de la culture. C'est votre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Eugène Atoubé. Dernier clap du film retraçant les festivités du cinquantenaire du FESPACO. Le palais omnisport de Ouagadougou a été le cadre de la démonstration de la bonne santé des cinémas d'Afrique. Réalisateurs, réalisatrices, actrices, acteurs et professionnels du cinéma ont été récompensés de leur travail. Outre les prix officiels, des prix sectoriels ont été attribués. Au nombre de ceux-ci, les prix spéciaux UEMOA. Le Burkinabé Salif Traoré et Hervé Lengani remportent les prix dans la catégorie court-métrage avec le film Les Charognards. Celui du meilleur documentaire est revenu à Abdoulaye Dao du Burkina Faso, pendant que les Ivoiriens Maurice Oué et Marcel Sagné s'adjugeaient le prix du meilleur film long-métrage. Ce qu'on souhaite, c'est plus d'encouragement, plus de financement, parce que la fabrication d'un film, c'est beaucoup d'argent. Et surtout, de soutenir les jeunes. 26 millions de francs CFA ont été distribués au titre des 3 prix spéciaux UEMOA. C'est une tradition de l'institution depuis 1997. À chaque édition du FESPACO, la commission de l'UEMOA récompense les meilleures réalisations de son espace, officiellement sélectionnées en compétition ou hors compétition. Ces prix spéciaux tiennent de l'engagement de l'institution sous-régionale à accompagner les événements culturels majeurs dans les pays qui composent l'espace UEMOA, à l'objectif de valoriser le secteur culturel dans sa double dimension économique et d'intégration. Cet engagement est traduit dans la politique commune de développement culturel. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union a pris un acte additionnel important en octobre 2013 pour promouvoir la culture au sein de notre espace. Nous avons arrêté un programme de développement culturel en 2018, doté d'un budget qui avoisine les 16 milliards de francs CFA. La culture s'est également donné rendez-vous au niveau de nos politiques sectorielles. Aujourd'hui, il y a des expériences édifiantes à travers le monde et à travers l'Afrique qui montrent que la culture, lorsqu'elle est soutenue et promue, elle peut contribuer au développement socio-économique d'un pays. La question de l'accompagnement des cinéastes en Afrique demeure une problématique majeure. Souvent victimes de l'absence de financement ou de véritables politiques culturelles dans leurs pays respectifs, les cinéastes dans le silence ont joué et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'intégration ouest-africaine. Ce n'est pas faute de talent. Les prix spéciaux UEMOA viennent à la fois combler un manque et réparer un tort, mais surtout répondre aux attentes du monde culturel des pays de cet espace. Nous avons à l'UNESCO fait des études qui ont démontré que quand on investit $1 dans la culture, ça rapporte $6. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui, en investissant dans la culture, on arrive à créer des emplois. Il y a une économie de la culture que les différents efforts qui sont en cours
contribuant à faire émerger au profit de nos États et des acteurs qui sont impliqués, ceux qui investissent dans le cinéma, les créateurs eux-mêmes, les acteurs, parce que c'est aussi un secteur qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, se targue de ses succès en termes de palmarès au FESPACO. Au regard des statistiques des pays vainqueurs, les États membres sont invités à accepter de financer la culture dans tous ses aspects et se mettre en phase avec les directives de l'institution relatives à la réglementation du secteur de l'image, notamment l'archivage audiovisuel et la copie privée, entrevus par les experts de l'UEMOA comme les jalons d'un environnement cinématographique et audiovisuel compétitif. Nous avons déjà réfléchi à un dispositif à mettre en place qui permettra, dans un premier temps, de capturer l'ensemble des productions de nos télévisions, aussi bien publiques que privées, de manière à aujourd'hui les conserver grâce au numérique et par la suite à s'attaquer aux archives anciennes de manière à les numériser et disposer un peu de notre mémoire, de notre patrimoine audiovisuel dans les États membres. Les États devront prévoir dans leur budget les moyens de mettre le dispositif à leur niveau de manière à ce que tous les États puissent récupérer leurs archives audiovisuelles et les relayer auprès de la commission de l'UEMOA. L'institution travaille à l'harmonisation des règles dans son espace pour y asseoir une véritable économie de la culture. L'UEMOA vers une économie de la culture, un reportage RTI1 signé Eugène Atoubé à revoir sur tous nos supports digitaux. C'est reparti pour le festival Tonkwi Niidalé, le festival des arts et de la culture dans. Le ministre Touakeus Mabri et le conseil régional du Tonkwi en ont fait le lancement. Ce festival qui s'inscrit dans le développement de la région du Tonkwi a pour objectif de valoriser le patrimoine culturel du peuple dans. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji et Franck Quadio. La nature, les ponts de lianes, les danses, les costumes et coutumes, des merveilles de la région du Tonkwi. Un riche patrimoine naturel et culturel que la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture dans Tonkwi Niidalé se propose de valoriser. Le festival est lancé à Abidjan par le président du conseil régional du Tonkwi, Abdallah Mabri Touakeus, et les cadres de la région. Nous voici à nouveau réunis avec pour objectif clé la promotion de la culture et le développement de l'économie mauve dans le Tonkwi et en Côte d'Ivoire. Le conseil régional, en initiant ce processus de valorisation, vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de préparer les fils et filles de cette région à pouvoir faire de leur culture un socle de développement et de faire aussi de la culture un socle de la cohésion sociale et de la paix. Le Festival des Arts et de la Culture dans se veut une plateforme d'échange pour la promotion des activités économiques et artistiques avec le Maroc comme invité spécial international. Le Tonkwi Niidalé, source du bonheur en langue dan, est aussi un socle de cohésion sociale. Et la cohésion sociale a besoin de fréquentation des gens. Et quand les gens se fréquentent, ils se parlent, ils se comprennent. Donc, c'est une amitié renforcée. Et la chefferie traditionnelle qui est au fait de la réconciliation et du bien-être des populations sera saisie pour faire en sorte que les Ivoiriens se parlent et qu'ils dansent ensemble et qu'ils parlent le langage de la fraternité. Ce sera une très bonne chose pour nous, d'aller vers notre frère demain. Expositions, colloques et tourisme sont au menu de cet événement. La 3e édition du Festival des Arts et de la Culture dans se tiendra du 8 au 14 décembre 2019. Ce sont les vacances. Et comme chaque année à la même période, Radio Côte d'Ivoire vient de lancer ses 3 émissions thématiques de vacances. Pour cette édition 2019, les productions sont placées sous le signe de la sensibilisation de la jeunesse sur les effets néfastes du tabagisme, du VIH-Sida et de la dégradation de l'environnement, cela en collaboration avec les ministères en charge de l'environnement, de la santé et de l'hygiène publique. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Prestation d'artistes musiciens au studio Paul Améoué. Une ambiance surchauffée pour marquer le lancement des émissions Vacances 2019 de la radio nationale généraliste Radio Côte d'Ivoire. 3 émissions thématiques sont au programme pour animer ces vacances, à savoir À nous les vacances, Radio Vacances et Golden Voice.
Objectif de ces productions, sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les effets néfastes du tabagisme, du VIH-Sida et de la dégradation de l'environnement. Radio Côte d'Ivoire est une chaîne généraliste, mais notre vocation, c'est la triptyque que tout le monde connaît, informer, éduquer, sensibiliser. Alors on s'est dit, pendant les vacances, beaucoup de jeunes s'adonnent à des comportements à risque. Et après avoir fermé, j'allais dire, les manuels scolaires, il est bon pour Radio Côte d'Ivoire, conformément à sa mission, de continuer à éduquer ces élèves-là, tout en leur permettant de se divertir. Les ministères en charge de l'environnement et de la santé participent pleinement à ces différentes productions. C'est un lieu d'échange, un lieu où nous pouvons véhiculer un message pour un changement de comportement. Parce que vous savez que la période des vacances est une période où les enfants cherchent à s'évader. Donc ils oublient les comportements sains. Donc c'est pour leur rappeler les comportements sains. Et au travers de ça, leur donner les bonnes informations sur le VIH-Sida. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. Nous avons une mission de sensibilisation. Le résultat attendu, c'est l'amélioration des connaissances des populations. Sensibiliser les populations tout en les divertissant. Radio Côte d'Ivoire, avec ses émissions de vacances, va parcourir durant 2 mois le district d'Abidjan et l'intérieur du pays. Les correcteurs de presse ont décidé de sortir de l'ombre. Ils sont en union depuis bientôt 2 ans pour tenter de rendre leur travail visible. Ils sont un maillon essentiel de la presse. Le correcteur intervient sur tout texte écrit destiné à la publication sur papier ou en ligne. Il veille à la fois au bon usage orthographique et grammatical, à la tenue syntaxique, au respect des règles typographiques et à la cohérence du contenu. Depuis hier, leur union est officielle. Firmin Ngri Bonfils, correcteur à Fraternité Matin, est le tout premier président de l'Union nationale des professionnels de la correction en Côte d'Ivoire, UNPCI. Ce regroupement de correcteurs de presse et d'édition est une première dans le monde de la presse en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de mettre sur pied cette union afin de valoriser ce métier-là. C'est d'abord de le faire connaître du grand public, afin que tout ce qui est parution en Côte d'Ivoire ne paraisse plus pour paraître, mais que ce soit avalisé par un regard critique, un regard autre, qui apporte la caution intellectuelle à cette œuvre-là. Peu nombreux, mais maillons incontournables, les correcteurs sont le regard extérieur des journalistes. Ils permettent d'éviter d'éventuelles fautes. Pour être correcteur, il faut une bonne culture générale, se mettre en union, une initiative qui acquiert l'adhésion du représentant du parrain. L'union vient véritablement à son heure pour pouvoir revaloriser l'image du correcteur qui est mal perçue, mal connue de la société. Nous pensons que le correcteur doit rester le gardien de la qualité de l'écrit et qui doit rester ce maillon essentiel qui, tout en étant dans l'ombre, participe pleinement justement à enrichir les papiers, les écrits des journalistes, les écrits des auteurs. Cette cérémonie a été également meublée par une conférence de presse animée par Michel Kofi. Autour du thème, le correcteur, cet autre lecteur pour montrer son rôle au quotidien dans une rédaction. Le nouveau président souhaite que les gouvernants intègrent le correcteur à l'administration publique et cela afin d'éviter les fautes sur les documents délivrés. C'était un reportage de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Place de la République au Plateau, boulevard de France et boulevard des Martyrs à Cocody et promenade du Front de Mer à Port-Bouët, voilà des sites en pleine réfection en voie d'embellissement. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé voir l'état d'avancement des travaux en présence de notre reporter Lanciné Bakayoko. Avec ces travaux d'embellissement, Abidjan retrouve peu à peu son prestige de perle des lagunes. Au Plateau, côté boulevard lagunaire, les travaux de décapage sont presque terminés sur les trottoirs et les terre-pleins. Au niveau de Cocody, boulevard des Martyrs et de France, des arbustes ont été plantés. Le terrain est en préparation pour l'engazonnement, l'installation des verdures et l'arrosage intégré. Très prochainement, des plantes verdoyantes viendront donc habiller les coins du sol. C'est une première partie que nous appelons un projet pilote. Et nous avons pris cet axe qui est structurant et ça va s'étendre au reste de la ville d'Abidjan. À Port-Bouët, c'est le projet d'aménagement de la promenade du Front de Mer.
Sur le site qui s'étend sur 8 km juste après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les pistes piétonnes sont bien visibles. Il est prévu des aires pour des balades pédestres, des espaces de restauration et de loisirs, de sport, un espace plein air de détente. Le but ultime de tous ces travaux est de mettre plus de nature près des populations pour leur confort et surtout pour leur bien-être. À Madinani, dans le Kabadougou, c'est l'accès à des soins de santé de qualité qui reste une priorité majeure. Dans le cadre du programme social du gouvernement, des journées médicales gratuites sont initiées dans la localité au profit des populations. Des journées meublées de consultation médicale et distribution gratuite de médicaments. Kader Sogodogo pour RTI Boaké. La mairie de Madinani, soucieuse du bien-être de ses populations et s'inscrivant résolument dans le programme social du gouvernement, initie des journées de soins gratuits. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation le 6 août 2018, a instruit son gouvernement à l'effet d'accentuer ses efforts en matière de politique sociale à travers le plan social du gouvernement PS Gourouv. PS Gourouv met un accent tout particulier qui touche au quotidien de la population et en particulier un accent sur la santé, la protection sociale, la lutte contre la pauvreté. Les localités ciblées sont Madinani commune et les villages de Sanaba, Sokouraba, Fimbiasso et Kebiko. Des consultations en médecine générale, gynécologique, dépistage des troubles liés à la tension et au diabète avec des remises de médicaments gratuits. Des soucis en moins pour la population. Parce que ça va nous enrager beaucoup. Avant, là, on n'a pas la route ici. Femme enceinte, il voulait faire couchement. Si on prend un camion pour aller à Odjene ou bien à Bouniali, là, d'ici on est arrivé là-bas, c'est chaud. Dominique Santou, préfet de Madinani, et Dr Mbesso Ahmed Fabrice, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ont pour leur part invité la population et l'ensemble du corps médical à faire de cette opération un succès total qui répond à la volonté du gouvernement de faire du social une réalité partout en Côte d'Ivoire. Et Grand Bérébi semble paralysé. Vous allez le voir, magasins et boutiques fermés, marchés vides, rues désertes, des tables retournées, aucun véhicule de transport à la gare routière. Et voici le constat. Voilà le constat fait donc par notre reporter Sam Conan sur place ce dimanche dans la ville de Grand Bérébi. Selon les habitants, un homme pris pour un voleur aurait été tué dans une plantation située dans le village de Youasso. En représailles, des individus ont manifesté en paralysant la ville et les autorités ont pris des mesures pour sécuriser les biens et les personnes. Dans les heures qui suivent, le préfet de région va entamer des discussions afin de ramener le calme. Pas de perte en vie humaine autre que la première citée, enregistrée donc dans ces manifestations à Grand Bérébi. Et c'est pour cette paix-là que l'on a prié à Bingerville, une prière pour la cohésion sociale dans le pays. On a surtout prié pour conjurer le mauvais sort après le drame survenu il y a quelques jours à Abata, un village de la commune. Souvenez-vous, cette personne avait trouvé la mort après qu'elles ont consommé une boisson locale. L'initiative des autorités municipales vise donc à promouvoir le vivre ensemble. C'est ce que nous disent Théodore Zouzou et Franck Quadio. À Abata, les 1er et 3 juillet dernier, 7 personnes succombaient suite à la consommation d'une liqueur locale. Espier le mauvais sort après le drame et renforcer cohésion sociale et paix dans la localité, voire sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, la volonté des autorités municipales de Bingerville. À Bingerville, nous avons connu un drame. Et cela nous a incité à nous rappeler que nous avons un Créateur qui est Dieu et donc à demander sa clémence, à demander à Dieu le Tout-Puissant de nous assister et de gouverner nos pas. En même temps, de demander à Dieu de nous apporter la paix. Une initiative qui acquiert l'adhésion des autorités religieuses. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a instruit le cœur des autorités communales de penser d'abord à Dieu. Pour tous ces événements qui arrivent à Bingerville, il est nécessaire que chaque entité spirituelle s'élève d'un commun accord pour invoquer Dieu pour qu'il apporte la quiétude, la paix dans cette ville et surtout la paix en Côte d'Ivoire.
Notons-le, l'intoxication à Bata a amené le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, à interdire la vente et la consommation de ce liquide dans les 13 communes du district d'Abidjan depuis le 4 juillet dernier. Benjéville se veut une ville de bonne santé où règne cohésion sociale et paix. La paix étant souhaitée pour toute la Côte d'Ivoire à gage d'un développement harmonieux. Le chemin du salut passe par l'homme. C'est en ces termes que Monseigneur Alexis Touabli a exhorté à la cohésion et à la paix en Côte d'Ivoire. Ce prêche, c'était dimanche lors de la messe d'action de grâce de consécration de la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. L'église paroissiale compte environ 2500 places. Sa réalisation aura coûté plus de 100 millions de francs CFA aux fidèles. Reportage RTI Boaké, Léon Brokwame. Béni et sanctifié, l'eau, le sel et l'huile répandus sur l'autel et les murs de l'église. Par ces rites, l'évêque de Yamoussoukro consacre cet édifice avec pour nom Notre-Dame de la Visitation. Une paroisse de 2500 places dont la moitié à l'intérieur, le résultat de 27 années d'efforts financiers pour les paroissiens. C'est une joie immense et c'est merveilleux pour les paroissiens qui voient leur effort récompensé par la consécration de notre Église à Dieu, notre Père. Disons, je suis arrivé en octobre 2014, 5 années après, si on veut calculer, nous sommes au-delà de 80 millions. Plus de 100 millions de francs CFA, le coût de la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro, un investissement à l'origine de l'hommage de Monseigneur Alexis Touabli au peuple de Dieu. Mais pas suffisant, précise l'évêque, pour s'attirer les grâces de l'Éternel et notamment la paix. Le célébrant de la messe de consécration indique qu'il faille reconnaître l'homme comme socle de la foi. Question d'inviter à l'amour du prochain. Quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son parti politique, tout être humain est la demeure de Dieu. Parce que la route qui mène à Dieu passe par l'homme. 1992, démarrage des travaux de construction de l'église Notre-Dame de la Visitation, érigée en paroisse en 2003. Déjà, 4800 baptêmes et 365 mariages célébrés dans cette église paroissiale, la 7e de la ville de Yamoussoukro. Ce 14 juillet, c'est aussi jour de match. La CAN 2019 se poursuit en Égypte. Les demi-finales se joueront ce dimanche. L'Algérie et le Nigeria s'affronteront dès 19h, temps universel. Mais avant, le match Sénégal-Tunisie, c'est pour 16h. Du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, la déception était grande jeudi après la défaite en quart de finale face au Fennec d'Algérie, marquant leur élimination de cette compétition. Mais les pachydermes n'ont pas démérité. Ils sont arrivés à Abidjan dans la nuit d'hier, accueillis par les supporters venus les encourager. Le ministre des Sports, lui, a profité de l'occasion pour remercier l'ensemble des Ivoiriens pour leur grand soutien lors de cette Coupe d'Afrique. Konaté Ngamblé, Jean-Sylvain Rissot. Assis à même le sol et dans les bus, l'attente a été longue pour ces supporters ivoiriens venus réserver un accueil chaleureux aux éléphants footballeurs. Ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas démérité. Donc nous sommes avec eux. On se sert de toutes ces défaites, de toutes ces expériences acquises pour devenir plus fort. Parce que l'éléphant, il trébuche, mais il ne tombe jamais. Une longue attente qui prend fin quand l'Airbus A319 transportant les éléphants et l'encadrement technique atterrit sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le ministre des Sports Dao Paulin et le défenseur Wanlo Koulibaly sont les premiers à poser le pied sur le sol. Puis, le défilé des joueurs s'enchaîne. On était dans une guerre et finalement nous sommes tombés les armes à la main. Maintenant, il faut regarder devant. Je remercie ici tous les Ivoiriens pour leur soutien. Voilà, ça fait choc de voir cette population venue nous accueillir, malgré que l'objectif qui était de remporter le trophée. Mais ça fait du bien de voir ces personnes nous accueillir. Ça prouve qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait et on a fait un bon boulot, je pense. Après avoir quitté le tarmac, un honneur leur est rendu par la foule qui les attendait. Le ministre des Sports, chef de la délégation, a tenu à remercier les Ivoiriens pour leur inestimable soutien au cours de cette campagne égyptienne. Vous avez vibré tous
pour cette équipe. Ça montre que les Ivoiriens ont un lien fort, un lien viscéral avec l'équipe nationale, avec les éléphants. Et c'est pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci. Il est 1h du matin quand les joueurs rejoignent leur domicile où ils passeront quelques jours de vacances bien méritées avant de rejoindre leurs différents clubs. Et la prochaine fois sera la bonne, c'est sûr. C'est maintenant l'heure du magazine du dimanche et comme chaque dimanche, nous évoquons des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Notre invité est négociateur principal de la Côte d'Ivoire pour la ZLECAf. Bienvenue, Monsieur Touré. On va commencer notre entretien juste après cet élément vidéo. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Fini le rêve, les Africains lui ont donné forme le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda avec 44 pays signataires sur les 55 que compte l'Afrique. Le 7 juillet 2019, soit plus d'un an après, à Niamey au Niger, la ZLECAf est mise sur orbite. Ils sont désormais 54 à avoir signé l'accord et 27 à le ratifier. Sa mise en œuvre est prévue pour juillet 2020, soit dans un an. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cela a-t-il été fait? Que reste-t-il à faire pour que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, comble l'espoir du continent africain face aux défis de la mondialisation? Rappelons que l'Afrique, c'est 55 États, 84 000 km de frontières, donc 84 000 km d'obstacles à lever. De plus, l'Afrique, ce sera plus de 2 milliards d'habitants en 2050. Plus de la moitié de cette population sera urbaine et le quart de la population active mondiale africaine. Comment organiser aujourd'hui pour être efficace demain? Reste l'équation à résoudre pour que l'Afrique entre dans l'histoire du monde. Merci à vous, Noël Niagno. Alors, Monsieur Touré, à quel besoin spécifique répond la création de cette zone de libre-échange continentale africaine? Merci, monsieur. Avant de commencer à donner des éléments de réponse, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, grâce à qui je me suis trouvé ici ce soir-là sur ce plateau, grâce à qui également j'ai pu participer aux différentes réunions de négociation organisées par l'Union africaine depuis 2015, où le processus a été lancé officiellement et puis depuis le début, effectue des travaux de négociation en février 2016. Vous êtes le négociateur principal pour la Côte d'Ivoire auprès de la ZLECAf. Alors, pourquoi une ZLECAf? La ZLECAf répond à plusieurs besoins spécifiques. Il faut dire que ça a été l'occasion de concrétiser le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, qui, créée en 1963, les pères fondateurs rêvaient d'aboutir à long terme à une vraie unité africaine. C'est aussi l'occasion pour réaliser, contribuer à la contribution du marché commun projeté à l'horizon 2025, tel que prévu dans le traité d'Abuja qui a été adopté en juin 1991, s'il vous plaît. Et c'est aussi l'occasion de mettre en place une politique africaine commune pour le développement économique de l'Afrique, tel qu'il avait été prévu dans le plan d'action de Lagos. Et c'est aussi une occasion de donner à ces zones de libre-échange continentale le projet phare, de faire de cette zone-là le projet phare, l'agenda 2063, qui projette justement une Afrique intégrée, prospère et puis paisible, avec un continent économique unique. Et comment elle va fonctionner concrètement? D'aucuns disent qu'elle sera calquée sur le modèle de l'Union européenne. Alors, pour mieux comprendre comment ça va fonctionner, il est mieux de connaître, de donner d'abord la définition de ce que c'est qu'une zone de libre-échange. Qu'est-ce que c'est alors? Une zone de libre-échange, c'est un ensemble de pays qui, dans le cadre du processus de l'intégration de leur économie, ont convenu d'éliminer l'essentiel des droits de douane sur les échanges de produits et services qui se font entre eux. Et c'est la première étape du processus d'intégration économique régionale. Eh bien, étant la première étape, il y a plusieurs étapes qui viennent, 4 étapes qui suivent, pas de façon linéaire, mais en tout cas de façon à aller progressivement vers une intégration de plus en plus poussée. On note l'union douanière après la zone de libre-échange qui est caractérisée par un tarif extérieur commun. Voilà. Ensuite,
L'étape suivante, c'est l'étape du marché commun qui est caractérisé par la libre circulation des facteurs de production. Ensuite vient l'union économique, l'harmonisation des politiques économiques des différents États et qui fait place ensuite à l'union économique monétaire caractérisée par une monnaie commune qui est instaurée. Et puis, enfin, l'union politique et sociale. L'Union européenne se trouve à la dernière phase, à la phase la plus achevée, de sorte qu'il y a beaucoup d'étapes à parcourir à part de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, avant d'atteindre le niveau de l'Union européenne. On ne peut donc pas, pour répondre à votre question, calquer déjà la zone de libre-échange continentale sur le modèle de l'Union européenne. Il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver, mais pourtant, dans la mise en place, il y a beaucoup d'obstacles. Oui. C'est quoi? Pourquoi ces freins? Quels sont ces freins d'ailleurs? C'est tout à fait normal qu'un projet d'envergure continentale qu'il ait des difficultés. Et il y a eu beaucoup de difficultés. Ces difficultés se sont liées au fait que les communautés économiques régionales qui sont sur place, la CEDEAO, l'UMA, le COMESA, la SADC, bon, j'en passe. L'Union africaine reconnaît 8 communautés économiques régionales. En raison de ce que les autres communautés économiques régionales sont à l'intérieur de ces 8-là. Eh bien, il faut dire que le niveau d'intégration au niveau de ces différentes communautés économiques régionales n'est pas uniforme. Il y a des communautés économiques régionales qui ne sont même pas encore parvenus à mettre en place une zone de libre-échange. Par contre, d'autres sont à l'étape d'une union douanière partielle. Les autres même sont à l'étape d'une zone de libre-échange partielle. Alors, tout cela, ça a créé beaucoup de difficultés. L'autre niveau de difficulté que nous avons rencontré, c'est que les pays n'ont pas le même niveau de développement. Il y a des pays qui n'ont pas le même niveau de développement. Bien sûr, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même puissance économique. C'est ça. Il y a cela justement qui a été aussi un frein. Et les pays à faible revenu également ils avaient une aversion pour adhérer au projet en raison de ce qu'ils pensent qu'ils seront dominés par les plus forts, les plus riches, de sorte qu'ils avaient tendance à tirer, comment on appelle, les débats vers le bas. Il y a eu cela. Et puis aussi... Et justement, on va y revenir. Pourquoi vous ne pensez pas que cela peut être un obstacle? Un obstacle pour certains États fragiles, la ZLECA, vu qu'il y en a qui sont de petite taille, des États qui dépendent par exemple de recettes douanières, souvent de ressources aussi liées au commerce. Ça pouvait justement être un obstacle, mais à ce jour, ces difficultés ont été aplanies. Puisque vous pensez qu'il est prévu un mécanisme de compensation? Il est prévu un mécanisme de compensation dans l'accord et au-delà de cela, il y a un mécanisme d'ajustement qui est en cours de mise en place et qui est déjà Afrexim Bank qui est volontaire pour financer justement ce mécanisme d'ajustement. Il n'y a pas de critères, vraiment, chaque pays est éligible à ce mécanisme d'ajustement. Qu'il soit petit ou pas. Qu'il soit petit ou pas, peut-être, mais ça sera attribué au cas par cas. Voilà. Il y a surtout la mise en place de la communauté économique africaine, la CEA, qui est l'aboutissement de la ZLECA. Quel est le calendrier de la mise en place de la CEA? Bon, le calendrier de la mise en œuvre, la mise en place de la CEA, il faut dire qu'il a été d'abord inspiré depuis le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 14 au 16 juin 2015, avant le lancement des négociations, même le 16 février. Et à partir de ce lancement du 16 février 2016, eh bien, la première phase des négociations s'est déroulée de cette date-là jusqu'au 21 mars 2018. Et ça a permis d'avoir des instruments juridiques de base. L'accord cadre et puis ces protocoles qui ont été adoptés, disons, signés par les chefs d'État et de gouvernement, par 44 chefs d'État et de gouvernement, lors de la conférence de cette conférence qui s'est déroulée à Kigali. Ça, c'est la première phase des négociations. Voilà, des négociations. Oui. Ensuite, il s'en est suivi une phase transitoire qui était destinée à résoudre les questions qui étaient restées en suspens. Et cette phase qui a démarré donc, après la conférence de Kigali court jusqu'à présent. Mais à ce jour, il y a vraiment une grande partie des questions qui ont été aplanies entre les négociateurs. Et cette phase aussi, il ne reste que quelques difficultés à résoudre au niveau notamment des règles d'origine, et puis bon, de la libération du commerce des services, et puis du dépôt des listes de constitution tarifaire. Donc voilà un peu, c'est ça qui court. Il s'en suivra la deuxième phase de négociation qui portera sur l'investissement
la propriété intellectuelle et la politique de la concurrence. Et on va parler du cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Quel a été ou quel est le rôle de la Côte d'Ivoire dans la création de la ZLECAf? Oui, en matière d'intégration, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en avance. Nous avons été... En avance sur qui? Sur tout le monde? Bon, je dirais, en tout cas, on est parmi les pionniers. On est parmi les pionniers. Et la Côte d'Ivoire, en matière d'intégration, c'est un modèle. C'est un modèle puisque quand on aura la composition de la population, elle est constituée d'environ 25% d'origine étrangère. Et puis bon, la Côte d'Ivoire a un niveau de commerce intra-africain de 34%. Et c'est quoi son rôle dans la création de cette ZLECAf? Son rôle a été déterminant. Nous avons participé à tous les niveaux de négociation. Quand on a la structure de gouvernance des négociations, vous avez le forum de négociation. Et juste au-dessus, vous avez le comité des hauts fonctionnaires chargé du commerce de l'Union africaine. Vous avez ensuite la conférence, le conseil des ministres du commerce africain, africain de l'UA. Vous avez également le COREPS, c'est-à-dire le comité des représentants permanents. Tous les ambassadeurs des pays africains qui sont basés à Addis Abeba, où il y a le siège de l'Union africaine, forment ce qu'on appelle le comité des représentants permanents. Et puis vous avez le conseil exécutif qui est constitué des ministres des Affaires étrangères des pays africains. Et puis le sommet des chefs d'État et de gouvernement. À tous ces niveaux, toutes les rencontres qui ont été organisées à ces différents organes ont enrichi la participation de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour l'heure, les négociations autour de la zone de libre-échange, les négociations sont axées sur le commerce des marchandises, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, la politique de concurrence. Est-ce qu'il y a une extension qui est possible pour d'autres secteurs? C'est possible. C'est possible. D'accord. Et puis, c'est pour quelle échéance? Bon, c'est possible, mais l'échéance, on ne peut pas déjà l'estimer. On ne peut pas l'estimer en raison de ce que, eh bien... Pourquoi d'abord c'est possible? Parce que la zone de libre-échange a aussi négocié en référence à l'évolution de l'environnement économique et commercial international, qui est marqué par la prolifération des accords commerciaux régionaux, les grands accords commerciaux qu'on appelle les méga accords commerciaux régionaux, qui se négocient entre les pays développés. L'Afrique reste en marge. Et ce qui compromet l'avenir des échanges de l'Afrique avec le reste du monde. Pourquoi? De façon concrète, eh bien, ces grands accords qui se négocient intègrent des dimensions de sécurité, des normes et des réglementations profondes. Eh bien, vous imaginez, les grands pays vont échanger entre eux en respectant des règles très rigoureuses. L'Afrique, de manière générale, n'a pas cette expertise. Pour le moment, elle n'a pas encore cette expertise de pouvoir produire des produits qui puissent respecter les normes qui seront convenus entre ces grands pays. Donc, ça veut dire que ces grands accords, la prolifération, le développement de ces grands accords compromet l'avenir de nos échanges avec le reste du monde. Donc là, comme je le dis, lorsque on aura épuisé le champ, les sujets de négociation qui sont sur place, dans l'évolution et l'intégration économique de l'Afrique, il se pourrait que d'autres sujets intègre les négociations. Et vous serez d'accord avec moi que les relations, le commerce intra-africain est très faible au regard de l'état de nos routes. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord régler la question de la connectivité avant d'aller à la ZLECAf? C'est pris déjà en compte. Les routes? Oui, c'est pris déjà en compte. Il y a... le mauvais état de des routes de tous les pays africains, c'est pris en compte. C'est pris déjà en compte. Alors, bon, dans un premier temps, la plupart des pays africains sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et à l'Organisation mondiale du commerce, il y a l'accord sur la facilitation des échanges, qui prend ces aspects déjà. Deuxièmement, dans l'accord cadre, les annexes, le protocole sur le commerce des marchandises, il a des annexes. Ces annexes, il y a une annexe qui porte sur la facilitation des échanges. Bon, il y en a plein, il y a 9 annexes. En 9 annexes, vous avez les listes de constitution tarifaire, vous avez les règles d'origine, vous avez les barèmes non tarifaires, les obstacles techniques au commerce, vous avez cette panoplie de tests qui, si on s'en tient même à l'annexe sur la facilitation des échanges, eh bien, la mise en œuvre efficace de cette annexe associée à la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges aboutira à planer toutes ces difficultés. Et donc, on a terminé. Comment sera financée la ZLECAf? La ZLECAF sera financée quelle est la contribution de la Côte d'Ivoire? À travers la contribution des États au budget de l'Union africaine.
La contribution de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Union africaine. Quelle sera la contribution de la Côte d'Ivoire? Elle se fera à travers notre contribution au budget de l'organisation. Merci. Monsieur Touré. Touré Waoti Seydou, directeur de la coopération internationale et sous-régionale, négociateur principal de la Côte d'Ivoire pour la ZLECAf. Je rappelle que vous êtes venu nous parler des enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Merci aux équipes en régie. Ça ne se voit pas en studio, mais il y a du monde là-haut. Bon dimanche et très bonne suite des programmes sur la chaîne Kirasa.